Dissuasion. C'est le mot du siècle en Iran après ce qui a été le conflit le plus éprouvant du pays depuis que les armes se sont tues à la fin de la guerre Iran-Irak. Plusieurs hauts responsables, dont l'ancien guide suprême Ali Khomeini, sont morts ces dernières semaines. Outre la perte de dirigeants majeurs, la guerre a aussi infligé un lourd coup militaire à Téhéran. Selon Reuters, les renseignements américains estiment que Washington et Israël ont détruit près de la moitié des stocks de drones et missiles iraniens, sans inclure ceux tirés lors des frappes contre des cibles américaines et alliées. S'y ajoute le coût économique. Depuis le début de la guerre, les forces combinées ont systématiquement ciblé les infrastructures et industries iraniennes, causant des dégâts de plusieurs dizaines de milliards. Les analystes de Chatham House ont estimé que le PIB de l'Iran va diminuer de 10% à cause de la guerre. Étant donné que la situation de l'Iran est aujourd'hui bien pire qu'avant la guerre, les responsables à Téhéran doivent se demander « cela aurait-il pu être évité ?» Eh bien, mauvaise nouvelle pour ceux qui soutiennent des choses comme la non-prolifération et l'idée que les régimes maléfiques n'acquièrent pas d'armes surpuissantes. L'Iran aurait probablement eu un moyen simple de dissuader une attaque. Une méthode qui a extrêmement bien fonctionné pour un autre État paria, la Corée du Nord. Cette méthode, bien sûr, ce sont les armes nucléaires, et ce qui est vraiment terrifiant depuis le début des années 2020, c'est qu'elles semblent déterminées à prouver que le seul véritable modèle de dissuasion est celui créé à l'ombre d'un champignon atomique. Rêve nucléaire. Les ambitions nucléaires de l'Iran. Nous tenons cette expression pour acquise, car il semble évident que l'Iran veut l'arme nucléaire. À une époque, les dirigeants iraniens déclaraient clairement qu'ils ne chercheraient pas à obtenir d'armes nucléaires. Dans une interview avec un média local iranien, l'ancien président Hassan Rouhani a raconté que Khomeini avait dit, je le cite, « Non, nous ne pensons pas aux armes nucléaires. J'ai dit à de nombreuses reprises que notre arme nucléaire, c'est cette nation. Nos armes nucléaires, ce sont ces jeunes. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires. » Fin de citation. Rouhani a ajouté qu'il avait dit aux ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni que cette déclaration du guide suprême était plus importante pour Téhéran que le traité de non-prolifération nucléaire, un accord international conçu pour empêcher la prolifération des armes nucléaires et promouvoir le désarmement, ou que toute autre loi destinée à empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Et votre réaction à cela pourrait être quelque chose du genre « Eh bien, évidemment qu'il dirait ça, Simon, il n'allait pas exactement dire « Oh là là, tu ne vas pas croire ce qu'on fait avec tout cet uranium enrichi. » Tu ne vas pas le croire. Et oui, c'était peut-être une diversion, mais il y a au moins quelques raisons de croire que Téhéran hésitait à faire le dernier pas vers l'assemblage d'une bombe opérationnelle. Selon l'Atlantic Council, Khamenei a déjà qualifié l'utilisation d'armes nucléaires de haram, ce qui signifie interdit en arabe, une décision qui était populaire auprès du peuple iranien, les sondages montrant constamment qu'il s'opposait au développement d'armes nucléaires. Cette déclaration est devenue reconnue internationalement sous une fatwa qui en islam est un avis religieux ou juridique non contraignant émis par un érudit qualifié pour clarifier ou résoudre des questions relatives à la loi islamique. Une fatwa émise par le guide suprême, qui est la plus haute autorité religieuse du pays, devrait en théorie représenter une interdiction qui façonne la politique de l'État. Cette fatwa a créé beaucoup de tensions entre Khomeini et les gardiens de la révolution islamique, le Télégraphe rapportant en 2025 que plusieurs hauts commandants du corps des gardiens de la révolution islamique, IRGC, avaient fait pression sur Khomeini pour qu'il annule la fatwa. Afin de faire face aux menaces existentielles venant de l'Occident, un responsable a déclaré au Télégraphe qu'à la suite de la réélection de Donald Trump, l'Iran n'avait jamais été aussi vulnérable. Cette évaluation s'est révélée incroyablement clairvoyante. L'inquiétude de l'IRGC reflétait un calcul que Téhéran faisait depuis des années. Le régime savait que fabriquer une bombe entraînerait quasi sûrement une action militaire de Washington et Jérusalem. Cependant, rester juste en dessous du seuil et utiliser l'ambiguïté stratégique quant à leur avancement réel vers la fabrication d'une arme nucléaire pourrait créer une dissuasion sans les coûts politiques et militaires d'une déclaration ouverte d'un arsenal nucléaire. Cette approche s'appuyait sur le réseau de groupes mandataires de l'Iran. Téhéran a créé un système d'acteurs armés non étatiques servant de filet de sécurité. Vous nous bombardez et nous ferons quelque chose de fou comme, je ne sais pas, fermer le détroit d'Ormuz. Le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza et les Houthis au Yémen pouvaient faire pression sur Israël et menacer les bases et alliés américains dans la région. Combiné à l'arsenal de missiles et de drones de l'Iran, qui, comme nous le savons maintenant, est bien plus important qu'on ne le pensait auparavant, et à son infrastructure nucléaire qui se rapproche dangereusement de l'enrichissement à des fins militaires. Cela a créé ce que les analystes du Belfer Center ont décrit comme un modèle de dissuasion à plusieurs niveaux, permettant à Téhéran d'étendre son influence tout en minimisant les coûts d'une confrontation directe. La stratégie du seuil avait un autre avantage.
L'Iran pouvait utiliser ses avancées nucléaires comme monnaie d'échange lors des négociations, tout en évitant l'isolement international sévère qui accompagne la fabrication réelle d'une bombe. En 2023, l'Iran possédait plus de 400 kg d'uranium enrichi à 60%, ne nécessitant qu'un raffinement supplémentaire, atteindre un niveau de pureté de qualité militaire et construire plusieurs ogives, même si le processus de militarisation était bien plus complexe que ce que suggèrent la plupart des médias. Cependant, ce modèle soigneusement élaboré reposait sur des hypothèses qui se sont désormais effondrées. Nikolai Grudzewski, chercheur à la fondation Carnegie pour la paix internationale, a écrit dans Foreign Affairs que Téhéran voulait les bénéfices d'une arme nucléaire sans la posséder et souhaitait la puissance d'un réseau régional de groupes agissant pour son compte sans la discipline pour le gérer. La dévastation de ce réseau a commencé bien avant la guerre actuelle. Israël a systématiquement démantelé le Hamas à Gaza et a réduit les capacités du Hezbollah au Liban après les attaques du 7 octobre. La chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie a coupé des routes d'approvisionnement essentielles pour ces groupes. Au moment où Washington et Jérusalem ont lancé leur campagne aérienne conjointe en février, la destruction de l'axe de la résistance de l'Iran l'avait laissé extrêmement vulnérable. Plus grave encore, il s'est avéré que la position de seuil de l'Iran ne procurait aucune protection. Comme l'a écrit le professeur Mohammad Ayyouba, chercheur au Centre pour la politique mondiale dans The National Interest, rester un État au seuil nucléaire n'assurait pas la sécurité. Téhéran a été attaqué, causant de graves dégâts à son infrastructure nucléaire, ses sites militaires et sa direction. L'Iran a limité ses ambitions nucléaires à un moment qui, rétrospectivement, paraît le plus inopportun. Assez avancé pour risquer une attaque préventive, mais pas assez pour la dissuader. Cependant, aujourd'hui, toute l'architecture de leur stratégie de dissuasion est en ruine. Je veux dire, la dissuasion ne peut pas être déléguée à des forces supplétives quand ces forces sont mortes ou hors d'état d'agir. Cette méthode consistant à s'approcher de l'arme nucléaire sans franchir le seuil n'a clairement pas bien fonctionné. Pour les responsables iraniens examinant les décombres de cette architecture de dissuasion, une leçon évidente s'en dégage. Ce qui distingue l'Iran et le Venezuela des autres nations que Trump a déjà menacées sans jamais vraiment attaquer, comme la Corée du Nord ou le Groenland, est simple. Les deux possèdent, ou dans le cas du Groenland, membres de l'OTAN, sont protégés par des armes nucléaires. Maintenant, avant d'aborder la conclusion logique de tout cela, faisons une petite pause pour vous parler de notre propre super arme secrète, Front Stock Company, qui était notre site d'abonnement pour les personnes qui regardent ces vidéos et réfléchissent. C'est un bon point de départ, Simon. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu as d'autre ? Eh bien, chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives et au moins 2 articles rédigés par des experts qui vont au-delà des gros titres et explorent les histoires qui façonnent votre monde. Tout récemment, par exemple, nous avons réalisé une analyse approfondie sur les raisons pour lesquelles le peuple iranien ne s'est pas soulevé au début de la guerre, tandis que notre équipe de podcast a été occupée à produire chaque semaine une discussion d'1 heure sur la guerre et ses effets sur la région environnante, la table ronde du Moyen-Orient. Sans parler des autres vidéos et podcasts sur les guerres du Soudan à l'Ukraine. Tout cela est accessible pour seulement 5 $ par mois ou 50 $ par an. C'est Front Stock Company. Allez jeter un œil. Et maintenant, retour à la vidéo. Leçon de la Corée du Nord et de la Russie. Pour Kim Jong-un de la Corée du Nord, les armes nucléaires sont un garant de la sécurité du régime, et il n'a aucune intention de les abandonner. Malgré les sanctions qui durent depuis 2006, Pyongyang a réussi à amasser des dizaines d'armes nucléaires et est en train d'améliorer la qualité de sa force nucléaire et d'en augmenter l'ampleur. Fait important pour l'épisode d'aujourd'hui, personne ne bombarde la Corée du Nord. Ils privilégièrent les négociations et Kim Jong-un a rencontré 3 fois le président Trump durant son premier mandat. Le plus haut responsable que les Iraniens ont eu en face d'eux dans les négociations est le vice-président J.D. Vance, qui n'a pas l'autorité pour conclure un accord et doit plutôt faire un rapport au président Trump. La leçon à tirer de cela est assez claire. Sous Trump, Washington respecte les puissances nucléaires, même s'il hésite avec des alliés de l'OTAN comme la France et la Grande-Bretagne, tandis que les autres reçoivent des responsables subalternes dépendant des vrais décideurs. C'est une leçon qui s'est répétée dans le monde ces dernières années. Quand la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, l'OTAN n'a pas envisagé d'intervenir directement, craignant une escalade avec un adversaire nucléaire. Moscou a alors mené une guerre brutale contre son voisin pendant que l'OTAN observait. Les gouvernements occidentaux ont condamné les atrocités russes, imposé des sanctions et apporté un soutien en renseignement, mais ont évité toute intervention militaire directe. Cependant, cette peur des armes nucléaires allait et va toujours dans les deux sens.
Au lieu d'intervenir directement, l'OTAN a livré à l'Ukraine environ 220 000 tonnes d'armes en 2025, incluant du matériel autrefois jugé ligne rouge, tels que des chars de combat avancés, des HIMARS et des missiles Storm Shadow. La Russie pouvait voir tout cela se produire et était clairement mécontente. Pourtant, malgré les menaces répétées de personnes comme l'ancien ministre de la Défense Sergueï Shoïgu, Moscou n'a jamais franchi le pas de bombarder le centre logistique de l'OTAN qui approvisionne Kiev. Aucun missile n'a touché de ville polonaise. Les attaques directes contre l'OTAN se sont limitées à quelques drones leurres bon marché, sans ogive, dans des tactiques de zone grise. Tout cela s'est vite arrêté après la réaction promise par l'OTAN, ce qui renvoie, une fois de plus, à une leçon très simple. L'OTAN s'abstient d'intervenir en Ukraine et la Russie s'abstient d'attaquer sérieusement l'OTAN parce que les deux camps sont foutrement terrifiés par un Armageddon nucléaire. Pendant ce temps, l'Ukraine, qui avait hérité d'un vaste arsenal nucléaire après l'effondrement de l'URSS, mais a choisi de le restituer, subit des bombardements continus depuis plus de 4 ans. Pour Téhéran, en observant tout cela se dérouler, les conclusions sont impossibles à ignorer. La puissance militaire conventionnelle ne dissuade pas les puissances nucléaires. Les accords internationaux ne dissuadent pas les puissances nucléaires. Avoir une valeur stratégique pour l'Occident ne dissuade pas les puissances nucléaires. Seule une chose dissuade de façon fiable les puissances nucléaires: roulement de tambour. D'autres puissances nucléaires. Mais considérer les armes nucléaires comme solution engendre d'autres problèmes. L'Iran fait face à ce que les théoriciens des jeux appellent une impasse stratégique. La meilleure option pour l'Iran serait logiquement de fabriquer la bombe, mais se lancer dans cette démarche garantit presque d'être détecté, ce qui entraînerait la riposte militaire que l'Iran cherche à éviter, d'autant plus que fabriquer la bombe n'est pas si simple. En 2024, l'Agence internationale de l'énergie atomique a estimé que le temps nécessaire à l'Iran pour produire assez de matière fissile pour une bombe nucléaire était réduit à quelques semaines, voire jours. C'était avant la guerre de 12 jours et la campagne actuelle, qui ont toutes deux fortement réduit les capacités techniques de l'Iran. Après le début de la guerre, la salle de guerre iranienne, un site web qui suit l'évolution du conflit, a estimé que le délai nécessaire à l'Iran pour produire assez de matière fissile pour une bombe nucléaire s'était allongé entre 1 et 3 mois. Mais cela ne correspond qu'au temps nécessaire pour produire la matière fissile. En réalité, la fabrication d'une arme opérationnelle prend beaucoup plus de temps. La plupart des analystes pensent que l'Iran aura désormais besoin d'1 à 2 ans, au lieu de quelques mois, pour construire une arme nucléaire capable d'être lancée, représentant une menace réelle pour ses ennemis. Les services de renseignement israéliens et américains auraient largement le temps de détecter ces efforts. L'appareil de surveillance qui suivait le programme iranien avant la guerre reste opérationnel, et quand ces efforts seront détectés, il est presque certain que Washington et Jérusalem largueront suffisamment de bombes pour tenir la menace de Trump de ramener le pays à l'âge de pierre. Et pourtant, malgré ces risques, la structure actuelle des incitations pousse inlassablement vers l'arme nucléaire. Les dirigeants iraniens ont observé la Corée du Nord subir un isolement encore plus sévère tout en renforçant son arsenal, et la Russie envahir l'Ukraine sans intervention directe de l'OTAN. Ils ont vu des armes passer par la Pologne pour tuer des soldats russes, alors que Moscou évitait de frapper le territoire de l'OTAN. Pour Téhéran, le calcul rationnel tend de plus en plus à accepter les risques de cette démarche. Un dispositif rudimentaire, assemblé et testé rapidement, n'offrirait peut-être pas la dissuasion sophistiquée souhaitée par l'Iran, mais changerait l'environnement stratégique au Moyen-Orient. Même un seul essai réussi obligerait Washington et Jérusalem à évaluer soigneusement si de nouvelles frappes vaudraient le risque. Pour Téhéran, c'est le meilleur résultat possible. Quelle était la suite ? Donc si l'Iran parvient à fabriquer une arme nucléaire, et encore une fois, c'est un très grand si compte tenu de tous les défis auxquels il serait confronté, les conséquences iront bien au-delà de l'environnement sécuritaire immédiat de l'Iran. Cela montrerait aux dirigeants du monde entier que, quelle que soit la pression, construire une bombe nucléaire est le meilleur moyen de protéger son pays. Le prince héritier Mohammed Ben Salman a affirmé à plusieurs reprises que si l'Iran obtenait la bombe nucléaire, l'Arabie saoudite en ferait autant rapidement. Des analystes estiment que le Pakistan pourrait donner une arme nucléaire à l'Arabie saoudite dans le cadre de leur coopération de longue date. L'Arabie saoudite ne serait pas seule à vouloir des armes nucléaires. Les experts pensent que la prolifération en chaîne qui suivrait l'Iran concernerait aussi la Turquie et l'Égypte. En 2019, le président turc Erdogan a déclaré à son parti AK que certains pays ont des missiles nucléaires, mais qu'on dit à la Turquie qu'elle ne peut pas en avoir, ce qu'il refuse d'accepter. Si l'Iran acquiert l'arme nucléaire, Ankara verra probablement cela comme une occasion de poursuivre ses ambitions nucléaires.
Les Émirats arabes unis et l'Égypte voudraient aussi obtenir des armes nucléaires pour préserver l'équilibre régional. Même si cela prendra plus de temps à certains pays, une fois la machine lancée, il sera difficile de l'arrêter, et pas seulement au Moyen-Orient. Un sondage réalisé en avril 2025 par l'Institut Hassan d'études politiques a révélé qu'environ 76% des Sud-Coréens souhaitent de posséder une arme nucléaire nationale, le chiffre le plus élevé jamais enregistré par l'Institut. Moins de la moitié pensait entendre que les États-Unis utiliseraient des armes nucléaires pour défendre la Corée du Sud en cas d'attaque nucléaire de la Corée du Nord. Au Japon, malgré l'opposition de plus de 60% de la population à ce que Tokyo possède une arme nucléaire selon un sondage, un conseiller principal en sécurité du Premier ministre Sanei Takeichi aurait affirmé que le pays devrait en posséder. Bien que le responsable ait insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune discussion au sein du gouvernement concernant une arme nucléaire, le simple fait qu'un haut responsable puisse même suggérer cela publiquement montre à quel point le débat a évolué. Jusqu'où ce débat évoluerait-il si le monde entrait dans une course aux armements nucléaires ? Nous devons aussi observer l'Europe, où des pays comme la Suède et la Pologne pourraient rejoindre la course aux armements nucléaires. Bien que les deux pays bénéficient de la dissuasion nucléaire britannique et française, le président polonais Karol Nawrocki et Jimmy Åkesson, chef du parti suédois de droite démocrate de Suède, qui soutient le gouvernement d'Ulf Kristersson, ont déjà évoqué développer leur propre programme d'armement. Maintenant, il faut être clair. Une situation où des pays se précipitent pour obtenir leurs propres armes nucléaires serait le pire des scénarios, et la probabilité que cela se produise est extrêmement faible. Mais il est important de noter qu'elle n'est pas nulle. En cas de pire scénario, nous risquons la plus grande prolifération nucléaire depuis la guerre froide. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, visait à limiter la prolifération nucléaire en demandant aux États non nucléaires de renoncer à ces armes en échange d'un accès à la technologie nucléaire civile et de garanties de sécurité des puissances nucléaires. Cependant, il n'a jamais été mis à l'épreuve comme le ferait une bombe iranienne. La Corée du Nord a violé le traité et en a subi les conséquences, mais Pyongyang a des liens internationaux limités et une intégration économique minimale avec le système mondial. Le régime menace surtout la Corée du Sud, le Japon et les forces américaines locales. Son arsenal nucléaire n'a pas provoqué d'effet domino car la menace restait très limitée. L'Iran, c'est différent. L'Iran se situe au carrefour du Moyen-Orient, du Golfe Persique et de l'Asie centrale et partage ses frontières avec plusieurs pays, dont la Turquie et le Pakistan. Elle influence les événements du Liban au Yémen. Les groupes alliés de l'Iran opèrent dans plusieurs pays, et l'Iran a démontré qu'il est capable de bloquer le détroit d'Ormuz, par lequel transitent 20% du pétrole et du gaz naturel mondiaux. Une arme nucléaire iranienne bouleverserait la sécurité de Téhéran et forcerait chaque puissance régionale à revoir sa stratégie, à remodeler les dispositifs de sécurité au Moyen-Orient, tout en risquant de lancer la course aux armements que le TNP voulait éviter. L'ensemble de l'équilibre des pouvoirs dans l'une des régions les plus instables du monde serait fondamentalement bouleversé. Il y a une certaine ironie. Les États-Unis et Israël ont lancé leur campagne pour empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Ils ont détruit des installations, tué des scientifiques, décimé la direction et retardé le programme de plusieurs années. Mais ce faisant, ils ont peut-être garanti exactement le résultat qu'ils cherchaient à éviter. Téhéran fait maintenant face à un choix entre une vulnérabilité permanente à de futures frappes ou la poursuite de la seule chose apparemment garantie pour dissuader une action militaire, les armes nucléaires. Pour Washington et Jérusalem, c'est un dilemme insoluble. Ils ne peuvent pas accepter un Iran nucléaire. Pourtant, les moyens qu'ils ont utilisés pour l'empêcher ont probablement seulement renforcé la détermination de Téhéran à en acquérir une. De nouvelles frappes pourraient en faire gagner du temps, mais ne modifieront pas le calcul de fond qui pousse l'Iran vers la militarisation nucléaire. La question est maintenant de savoir si Téhéran le fera vraiment et si le monde peut empêcher la probable cascade de prolifération qui en résulterait. Merci de nous avoir regardés.